Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance dédiée aux fonctions de deux variables où nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les notions fondamentales de calcul, à savoir les notions de dérivée partielle, d'ordre 1 et d'ordre 2, de gradient de matrice hessienne, notions qui seront fondamentales pour la recherche d'extrémum, comme nous le verrons dans une troisième partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer la notion de dérivée partielle d'ordre 1 d'une fonction de deux variables, je vous propose de revenir rapidement sur la notion de dérivée d'une fonction d'une variable. Je vous rappelle que si f est une fonction de R dans R, dérivable en un point A, alors le nombre dérivé f' de f en A, est le coefficient directeur de la tangente au graphe de f en AF de A. Donc, graphiquement, si on représente la courbe représentative de f et qu'on s'intéresse à la tangente au point d'abscisse A, on constate que cette tangente a comme équation y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Et donc f' de A, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Autrement dit, ça indique la pente de la courbe en un point. Comme on va le voir pour les fonctions de deux variables, il est potentiellement plus délicat de s'intéresser à la notion de pente en un point, puisque je rappelle que le graphe d'une fonction de deux variables se représente en trois dimensions, et que la notion de pente va dépendre essentiellement de la direction dans laquelle on part. De la même façon, avant d'introduire la notion de dérivée partielle d'ordre 1 pour une fonction de deux variables, je vous propose une animation graphique qui permettra de visualiser ce qu'elles vont représenter, et de la même façon que pour les fonctions d'une variable, dans quelle mesure la dérivée partielle d'ordre 1 peuvent représenter la pente du graphe d'une fonction en un point. Si pour une fonction d'une variable, il est assez aisé a priori de se représenter, de visualiser la notion de tangente et la notion de pente en un point, et donc de représenter graphiquement la notion de dérivée, on peut se souvenir que la représentation graphique d'une fonction de deux variables se fait en trois dimensions. Et donc par conséquent, la notion de pente va être plus compliquée à envisager, dans la mesure où, selon la direction dans laquelle on part, la pente de la courbe ne sera pas forcément la même. Imaginez par exemple que vous soyez en train de marcher sur une montagne, à un point donné, selon la direction dans laquelle vous allez marcher, la pente ne sera pas la même, et la facilité à se déplacer ne sera pas la même non plus. Et c'est exactement la même chose pour la notion de pente pour le graphe d'une fonction de deux variables. Et donc par conséquent, pour envisager de parler de pente, comme dans le cas d'un déplacement dans la montagne, il va être fondamental de s'intéresser à une direction particulière. Alors, parmi toutes les directions qu'on peut envisager, deux, dans le cadre des fonctions de deux variables, vont être particulièrement intéressantes. Ce seront les directions des axes, c'est-à-dire la direction selon l'axe des abscisses ou selon l'axe des ordonnées. Alors, pour mieux visualiser ça, je vous propose de vous intéresser à la fonction qui est xy associe x puissance 4 moins 3xy plus y puissance 4, et d'imaginer qu'on s'intéresse à la pente en un certain point dans la direction de l'axe des abscisses, dans la direction de l'axe des x. Donc pour cela, on peut représenter graphiquement la fonction et imaginer qu'on va couper le graphique avec le plan d'équation y égale 0. Si on ne garde que l'intersection du graphique et du plan d'équation y égale 0, on obtient donc le graphe d'une certaine fonction, d'une variable, la fonction qui a x associe f de x0, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x puissance 4. Et pour ce graphe-là, si on se place au point de coordonnées moins 1,5 et 1,5, par exemple, alors on aura une certaine pente, une certaine tangente, et c'est le coefficient directeur de cette tangente que l'on va appeler dérivée partielle d'ordre 1, première dérivée partielle d'ordre 1, puisqu'on a regardé par rapport à x, on aurait pu faire la même chose par rapport à y, et on aurait obtenu une deuxième dérivée partielle d'ordre 1. J'espère que cela vous permettra de mieux vous approprier les définitions que nous allons aborder maintenant. Donc première définition, on considère une application f de r carré dans R et AB un élément de R carré. On dit que f admet une première dérivée partielle d'ordre 1 en AB, et on notera d indice 1 f de AB, si la fonction qui a x associe f de xb, cette fonction sera appelée première fonction partielle de f au point AB, est dérivable en A, et dans ce cas, on notera d indice 1 de f de AB égale f1' de A, c'est-à-dire la limite quand x tend vers A de f de xb moins f de AB sur x moins A. Par conséquent, la première dérivée partielle d'ordre 1 en un point AB, ce sera la dérivée de la première fonction partielle en A, donc une dérivée d'une fonction d'une variable, et on obtient ainsi une fonction d indice 1 de f qui est, elle, une fonction de deux variables. De la même façon, on dira que f admet une deuxième dérivée partielle d'ordre 1 en AB, que l'on notera d indice 2 de f de AB, si la fonction f2 qui a y associe f de AY, c'est-à-dire la deuxième fonction partielle de f en AB, est dérivable en B. Et on notera alors
d indice de f de AB égale f de prime de A, c'est-à-dire la limite quand y tend vers B de f de AY moins f de AB sur y moins B. Alors je vous rassure, si ces notions pour l'instant peuvent vous paraître obscures, on va très vite les mettre en application et vous allez vous rendre compte qu'il ne sera pas plus difficile de calculer des dérivées partielles de fonctions de deux variables qu'il n'est difficile de calculer des dérivées partielles d'une fonction d'une variable dès lors que vous avez déjà un minimum de pratique et la connaissance du cours pour les fonctions d'une variable. Ça sera d'autant moins difficile que, on le voit dans la définition, les dérivées partielles d'ordre 1 d'une fonction de deux variables sont obtenues en dérivant des fonctions d'une variable, donc en faisant quelque chose auquel vous êtes déjà habitué. Deuxième définition fondamentale, donc on envisage toujours une fonction f de r carré dans R et AB un élément de R2. Si f admet des dérivées partielles d'ordre 1 en AB, on appelle gradient de f en AB le vecteur de r carré dont les coordonnées sont d1 de f de AB et d2 de f de AB. Autrement dit, le vecteur dont les coordonnées sont les deux dérivées partielles d'ordre 1. Il est important de se souvenir que le gradient de f en un point AB représente la direction de plus forte pente en AB. D'une certaine façon, ce qui pourrait s'assimiler à la notion de dérivée d'une fonction d'une variable pour les fonctions de plusieurs variables, ce serait la notion de gradient. On le verra plus tard, la plupart des formules que l'on connaît sur les fonctions d'une variable s'appliquent encore pour des fonctions de plusieurs variables, et toutes les formules faisant intervenir le nombre dérivé en un point, en fait, seront similaires en substituant le gradient au nombre dérivé. Et donc, comme pour les fonctions d'une variable, après avoir introduit la notion de dérivée partielle, parlons maintenant de fonctions de classe C1, et on dira qu'une fonction est de classe C1 sur R carré si elle a des dérivées partielles d'ordre 1 en tout point de R carré, et si celles-ci sont continues. Donc une définition relativement simple à retenir a priori, puisque identique à celle des fonctions d'une variable. Pour une fonction d'une variable, on dit qu'elle est de classe C1 si elle est dérivable en tout point et si sa dérivée est continue. Pour une fonction de deux variables, on dira qu'elle est de classe C1 si les deux applications partielles sont dérivables en tout point, c'est-à-dire si elle a des dérivées partielles d'ordre 1 et si ces deux dérivées partielles d'ordre 1 sont continues sur R2. Évidemment, comme dans le cas des fonctions d'une variable, le plus souvent, les fonctions que vous allez rencontrer seront de classe C1 et vous n'aurez normalement pas de difficulté à le justifier grâce au même théorème que ceux que vous avez étudiés pour les fonctions d'une variable. Et donc tout d'abord, on se souviendra que les fonctions polynômes sont de classe C1 sur R2, que les fonctions rationnelles de deux variables sont de classe C1 sur leur domaine de définition, c'est-à-dire en tout point où le dénominateur ne s'annule pas, que la somme, le produit et le quotient bien défini de fonctions de classe C1 est encore une fonction de classe C1, et enfin que la composée d'une fonction de classe C1 sur oméga à valeur dans un intervalle I de R par une fonction de classe C1 sur I est encore une fonction de classe C1 sur oméga. Alors on fera en particulier attention à ce dernier point, à ne pas dire qu'une fonction est de classe C1 comme composée de fonctions de classe C1 sur oméga, car dans la composition, la fonction f et la fonction g ne sont a priori pas définies sur les mêmes ensembles. Pour mieux s'approprier ces notions, je vous propose maintenant de traiter un exemple. Et on va s'intéresser au cas de la fonction qui a xy associe f de xy égale x carré plus xy fois exponentielle x. Donc tout d'abord, avant de faire le calcul des dérivées partielles d'ordre 1, nous allons commencer par justifier leur existence. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pour cela, nous allons utiliser les théorèmes généraux, à savoir identifier que f est une somme ou un produit ou un quotient bien défini ou une composée de fonctions qui permettent de justifier qu'elle est classe C1. Donc on observe ici tout d'abord que f est évidemment un produit. Le produit tout d'abord de la fonction qui a xy associe x carré plus xy qui est de classe C1 sur R carré en tant que fonction polynôme, par la fonction qui a xy associe exponentielle x, elle-même de classe C1 sur R carré, par composition, en remarquant qu'elle est la composée de la fonction qui a xy associe x, de classe C1 en tant que fonction polynôme, par la fonction qui a t associe exponentielle t, de classe C1 sur R. J'insiste sur le fait que quand on identifie que f est un produit de fonctions, il est fondamental de bien voir que c'est un produit de fonction de deux variables, et non pas le produit d'une fonction de deux variables par une fonction d'une variable, ce qui n'aurait aucun sens. Et c'est pour cette raison que dans le deuxième point, on envisage la fonction qui a xy associe exponentielle x, et non pas juste x associe exponentielle x. Ce n'est pas la même fonction. Donc par produit, la fonction f est de classe C1 sur R carré, et comme elle est de classe C1 sur R carré, nous allons maintenant pouvoir calculer ses dérivées partielles d'ordre 1. Alors commençons par la première dérivée partielle d'ordre 1. Pour déterminer cette dérivée partielle, on commence par dériver la première fonction partielle, c'est-à-dire la fonction qui a x associe f de xy, par rapport à x. Autrement dit, pour avoir la première dérivée partielle d'ordre 1, on oublie la deuxième variable, on fait comme si c'était un paramètre,
et on va juste s'intéresser à la fonction de x que l'on va dériver, comme on a appris à le faire pour les fonctions d'une variable. On obtient donc que d1 de f de xy, puisque c'est la dérivée d'un produit, est égal à 2x plus y, qui est la dérivée de x carré plus xy, fois exponentielle x, plus x carré plus xy fois exponentielle x, qui est la dérivée d'exponentielle x. Et quand on factorise exponentielle x, on en déduit que la première dérivée partielle d'ordre 1 est égale à x carré plus xy plus 2x plus y fois exponentielle x. On se souviendra que pour avoir la première dérivée partielle d'ordre 1, on dérive par rapport à la première variable. Et de la même façon, pour obtenir la deuxième dérivée partielle d'ordre 1, on va dériver par rapport à y, la fonction qui est y associe f de xy, et obtenir très simplement ici x exponentielle x, puisque la dérivée de x carré plus xy par rapport à y est égale à x, et que exponentielle x ne dépend pas de y. Nous allons aborder un théorème fondamental du cours sur les fonctions de deux variables, puisque, comme je vous l'avais dit, un des intérêts majeurs, un des buts majeurs de l'étude des fonctions de deux variables, et plus généralement des fonctions de n variables, est pour nous de s'intéresser aux questions d'extrémum. On se souviendra donc que si f est une fonction de classe C1 sur R carré, et si AB est un élément de R carré, alors, si f a un extrémum en AB, nécessairement, son gradient est nul. On peut remarquer qu'on disposait déjà d'un théorème similaire dans le cas des fonctions d'une variable, puisque je vous rappelle que vous savez que si une fonction f est dérivable sur R, et si elle admet un extrémum en A, alors nécessairement f' de A est égal à 0. En pratique, quand on cherchera les extrémums éventuels d'une fonction de classe C1 sur R2, on commencera en général par chercher les points qui annulent son gradient, ces points seront appelés points critiques, et puis, une fois trouvés les points critiques, c'est-à-dire les seuls points où f peut éventuellement admettre un extrémum, on étudiera le signe de f de xy moins f de AB, quand AB est un point critique, pour savoir s'il y a extrémum ou pas. F aura un extrémum en AB, à condition que, au voisinage de AB, f de xy moins f de AB soit toujours de même signe. Attention, cette condition nécessaire est valable sur R carré comme nous l'avons dit, mais pas sur une partie quelconque de R carré. C'est très très important de se souvenir de ça. Si la fonction f n'est pas définie sur R carré, on ne pourra pas toujours s'intéresser au point critique pour savoir s'il y a un extrémum. En revanche, on verra plus tard que cette propriété se généralise sur certaines parties de R carré que l'on appellera des parties ouvertes. La notion de partie ouverte, de partie fermée, fera l'objet d'une autre séance. Intéressons-nous maintenant à la notion de dérivée partielle d'ordre 2 pour une fonction de deux variables. Considérons encore une fonction de R carré dans R et AB un élément de R carré. Si f admet une jm dérivée partielle sur R carré et si cette jm dérivée partielle admet elle-même une im dérivée partielle en AB, alors celle-ci sera notée d carré indice ij de f de AB, et c'est donc la dérivée de dj de f par rapport à sa jm variable. Ces fonctions, lorsqu'elles existent, seront appelées dérivées partielles d'ordre 2 de f. Alors je vous rassure, encore une fois, un minimum de pratique vous permettra de vous rendre compte que la notion de dérivée partielle d'ordre 2 n'est pas une notion très compliquée à retenir et que les calculs le plus souvent seront du même ordre de difficulté que les calculs de dérivée première ou dérivée seconde d'une fonction d'une variable. Alors si toutes les dérivées partielles d'ordre 2 sont bien définies sur R carré et si elles sont toutes continues, on dira que la fonction f est de classe C2 sur R2. Et je vous rassure à nouveau, comme dans le cas des fonctions de classe C1, tous les théorèmes généraux resteront valables, à savoir, les fonctions polynômes sont de classe C2 sur R2, les fonctions rationnelles sont de classe C2 sur leur domaine de définition, la somme, le produit, le quotient bien défini de fonctions de classe C2 est encore une fonction de classe C2, et enfin, la composée d'une fonction g de classe C2 sur oméga à valeur dans un intervalle de R par une fonction f de classe C2 sur cet intervalle est encore une fonction de classe C2. Et à partir des notions de dérivée partielle d'ordre 2, nous pouvons définir maintenant la notion de matrice hessienne. On considère toujours une application f de R carré dans R et AB un couple de réels. On appelle matrice hessienne de f en un point AB la matrice carrée dont les coefficients sont les dérivées partielles d'ordre 2. Plus précisément, la matrice carrée dont le coefficient de la im ligne et de la jm colonne est égal à la dérivée partielle d indice ij de f en AB. Évidemment, sous réserve que f admette des dérivées partielles d'ordre 2, mais comme nous l'avons vu, le plus souvent, les fonctions que nous allons étudier seront de classe C2 et auront donc des matrices hessiennes en tout point. Une propriété fondamentale à retenir, si f est une fonction de classe C2 sur R2, alors sa matrice hessienne en tout point est une matrice symétrique,
C'est-à-dire que la dérivée partielle d1,2 de f est égale à la dérivée partielle d'ordre 2 d2,1 de f. On pourra remarquer que la matrice hessienne d'une fonction de classe C2 sera toujours une matrice diagonalisable. On verra plus tard que les valeurs propres de la matrice hessienne vont jouer un rôle important dans l'étude des extrémums. Alors pour terminer, comme dans le cas des dérivées partielles d'ordre 1, je vous propose d'appliquer la définition pour bien s'approprier les notions de dérivées partielles d'ordre 2. On considère de nouveau la même fonction f qui a xy associe x carré plus xy fois exponentielle x. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, cette fonction va être de classe C2 comme produit de la fonction qui a xy associe x carré plus xy par la fonction qui a xy associe exponentielle x, toutes deux de classe C2, avec des arguments complètement identiques à ceux qu'on a utilisés pour justifier que f était de classe C1. Retenez bien les justifications proposées ici pour prouver que f est de classe C2, car le plus souvent, vous pourrez vous inspirer très largement des justifications proposées ici pour prouver qu'une fonction est de classe C2 quand vous serez au concours. Alors, on a vu précédemment que, quel que soit xy dans R carré, la première dérivée partielle d'ordre 1 de f était égale à x carré plus xy plus 2x plus y fois exponentielle x, tandis que la deuxième était égale à x. Pour déterminer d1,1 de f, on commence par fixer y, et on va dériver la première fonction partielle, c'est-à-dire la fonction qui a x associe d1 de f de xy, par rapport à x, pour obtenir x carré plus xy plus 4x plus 2y plus 2 fois exponentielle x, en ayant utilisé la formule de dérivation d'un produit. De la même façon, pour obtenir la fonction d1,2, on fixe y et on dérive la fonction d2 de f par rapport à x, pour obtenir d1,2 de f qui est égal à x plus 1 fois exponentielle x. Et maintenant, on se souvient que puisque la fonction est de classe C2 sur R2, il n'est pas nécessaire de calculer d2,1 puisqu'on sait, grâce au lemme de Schwartz, qu'elle est égale à d1,2. Et donc on a également d2,1 de f est égal à x plus 1 fois exponentielle x. Alors cependant, si on a peur de s'être trompé, on peut également le vérifier par le calcul. Et pour cela, on fixe x et on va dériver la fonction qui a y associe d1 de f par rapport à y. Et on remarque qu'on obtient heureusement le même résultat. Pour finir, pour déterminer la fonction d de 2, on va fixer x appartenant à R et dériver la dernière fonction partielle, la fonction qui a y associe d de 2f de xy par rapport à y. On constate ici qu'elle ne dépend pas de y, et donc la dernière dérivée partielle d'ordre 2 est égale à 0. Par conséquent, quel que soit xy appartenant à R2, la matrice hessienne de f en xy est égale à la matrice exponentielle x facteur de x carré plus xy plus 4x plus 2y plus 2, x plus 1, 0. J'espère que cette séance vous aura été utile et comme toujours, je vous rappelle que nous avons présenté ici les notions principales, les notions fondamentales, mais que cela ne vous dispense pas évidemment d'un vrai travail approfondi sur le cours une fois que les premières notions auront été maîtrisées. Au revoir et à une prochaine fois, j'espère.